Good picture, Steve. Roger roll, Discovery. Quel avenir pour l'appareil photo? La question se pose à l'heure où les constructeurs de smartphones rivalisent pour intégrer des capteurs et optiques photo de plus en plus évolués. C'est le cas d'Apple avec son iPhone 7, de Samsung avec son Galaxy S7 ou encore Huawei avec l'étonnant Mate 9 développé en collaboration avec Leica. Alors, que reste-t-il aux grands acteurs de la photo? Au-delà, quel est le meilleur photophone du marché? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Refait le Mac alias ORL. Bienvenue à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver chaque semaine, en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Vous nous retrouvez également en iTunes, en podcast, en version HD et en version audio. Et puis n'hésitez pas à télécharger la version iOS de nos applications pour iPhone et iPad. Et depuis quelques semaines, la version pour Apple TV. À mes côtés pour chroniquer cette semaine l'avenir des appareils photo, un habitué dans Refait le Mac, un passionné amoureux de l'image. Il s'agit d'Emmanuel Pampuri. Bonjour Emmanuel. Salut Olivier. Ça va bien? Ça va pas mal. Ouais, un peu fatigué, enchaîner les salons de la photo. Le salon de la photo qui vient de fermer ses portes. C'est Voilà. la raison pour laquelle on improvise cette émission ce soir. Exactement. Voilà. Autre passionné de photo, le rédacteur en chef d'un grand magazine dédié à la photo, s'appelle Le Monde de la photo. Il s'agit de Benjamin Favier. Bonjour Benjamin. Salut Olivier. Ça va bien? Bah écoute, ouais, ravi d'être là. On vient juste de plier le salon aussi il y a 2 jours, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc on va parler ensemble des dernières nouveautés et puis surtout de l'arrivée sur le marché de la photographie, bien sûr, des fabricants de téléphones. Le Monde de la photo, tu peux nous en dire quelques mots? Bah écoute, oui, alors je vais en dire 2 mots avec 2 numéros, puisqu'on est en kiosque avec un hors-série, notre traditionnel guide annuel des réflexes et hybrides, Ouais. et également le traditionnel numéro mensuel que vous pouvez trouver dans tous les bons kiosques à l'heure actuelle. Voilà. Bon, très bien. Merci Benjamin. Et enfin, dernier chroniqueur ce soir, un historique de Refait le Mac. Il s'agit de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, la vie est une grande frustration. Oui. Figure-toi qu'en parlant de photos depuis un smartphone, j'ai reçu mon iPhone 7 Plus avec le double objectif, comme tu le sais, Ouais. et j'ai même pas eu le temps de l'installer et je pense que je pourrais pas le faire avant ce week-end. Bon, donc tu n'as pas testé la double optique, tu es resté sur l'iPhone 6S, c'est Non, ça? mais c'est la première chose que je vais faire, la partie photo, parce que moi je suis pas photographe. Par contre, photographier et filmer des choses avec mon iPhone, c'est un des trucs que je fais le plus. Alors, de la double optique de l'iPhone 7, on va pas en parler tout de suite. On va d'abord parler du chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est le résultat de la question qu'on vous a posée sur Twitter, du sondage qu'on vous a posé sur Twitter à la question: quel type d'appareil photo utilisez-vous le plus? Vous avez répondu à hauteur de 75%. Un smartphone, un plébiscite pour le smartphone cette semaine, suivi du réflexe. 16% d'entre vous ont répondu réflexe. Ensuite, 6% hybride. Les appareils photo hybrides. Et enfin, les compacts ne récoltent que 3% des suffrages. Je me tourne vers Emmanuel. Est-ce que ce sondage, et à peu près 400 personnes qui ont répondu à ces questions, te surprend? Ah non, je suis pas surpris. C'est la tendance actuelle. Même moi, et j'ai tendance à dire que l'appareil photo que j'utilise le plus, c'est mon smartphone. La première qualité d'un appareil photo, Benjamin, c'est de l'avoir toujours sur soi, et c'est le cas des smartphones, bien sûr. Oui, évidemment. Alors bon, il faut différencier les usages de la fréquence. Évidemment, le téléphone, on va toujours l'avoir sur soi, donc on va dégainer plus facilement, plus naturellement qu'avec un boîtier normal. Cela dit, il existe aussi des appareils de qualité, experts, qui ont vocation à être dans une poche, comme les Sony RX100, un Panasonic LX15, des petits Canon G7X Mark II, des produits avec des capteurs un petit peu plus grands, compacts, qui peuvent tout à fait être portés dans un petit étui à la ceinture, dans une poche, et qui peuvent du coup être en permanence à portée de main. Il n'empêche, là je me tourne plus vers le fan de smartphone, à savoir Monsieur X. Aujourd'hui, l'iPhone est l'appareil photo numérique le plus populaire en termes de production de photos au monde, Monsieur X. Oui, parce que les possesseurs d'iPhone sont les grands malades. Mais là où je rejoins ce qui a été dit, bon, je ne sais pas qui aura la réponse sur cette histoire de poulet d'œuf, mais les gens des smartphones, la qualité des photos est devenue correcte, ils ont fait plus de photos, ça s'améliore, ils font encore plus de photos. Il y a une espèce de
on va dire, de cercle vertueux qui fait qu'aujourd'hui, les smartphones, et particulièrement l'iPhone, est en tête en termes de quantité de clichés pris. Et puis, on a une espèce de deuxième vague avec les réseaux sociaux. On communique maintenant par la photo, confère Snapchat. Voilà, donc grâce au smartphone, la photo est devenue quasiment un langage, ce qui ne veut pas dire que c'est de la belle photo, et je pense qu'on va en parler. Benjamin, quel est l'état du marché des appareils photo, même si le terme est un peu générique, hein, il y a plusieurs familles d'appareils photo, tu vas les décrire, mais quel est l'état? Est-ce qu'on a des chiffres qui démontreraient qu'effectivement ce sondage n'est pas qu'un instantané? Oui, complètement. De toute façon, ce qu'on est en train de dire reflète la tendance qu'on connaît depuis pas mal d'années, notamment depuis 2007 et l'arrivée de l'iPhone en tant que sérieux concurrent des boîtiers, et un effondrement complet du marché des compacts grand public à focale fixe qui se poursuit. Donc à la fois sur le marché monde et sur la France. Pour donner juste une petite idée très globale en chiffres, si on compare par rapport à l'année 2011, de janvier à juin 2011, il s'est écoulé environ 30 millions d'unités. Donc là, je parle de compacts dont le zoom est inférieur à 20 fois. Ça, c'est au niveau mondial, hein, Benjamin. Et c'est au niveau mondial sur un panel de 61 pays. Donc 30 millions pour janvier-juin 2011. Et pour cette année, sur le premier semestre, on est tombé à 3,5 millions d'unités sur ce panel de 61 pays. Et ça, on peut vraiment le corréler, mais on verra qu'il y a d'autres explications, mais corrélé principalement à l'émergence des smartphones et des photophones. Ils ont attaqué de plein fouet, de front, les constructeurs traditionnels de téléphones, d'appareils photo. Et c'est devenu aujourd'hui l'appareil photo l'un des principaux arguments de vente des constructeurs de téléphones. Regardez cette publicité, elle est signée Samsung. L'appareil photo qui n'a pas peur du noir, c'est plutôt bien vu. Et quelques mois plus tard, Apple a répondu avec sa propre pub pour l'iPhone 7, où l'Apple presque magique, l'iPhone presque magique, hein, donc a répondu encore une fois sur le critère de l'appareil photo. Vous la voyez qui défile maintenant. Et puis, on a eu aussi plus récemment encore Huawei qui n'a pas été en reste, a été l'un des premiers fabricants à proposer une double optique. Donc, on va beaucoup plus loin sur son P9, le tout griffé Leica. On y reviendra avec comme ambassadrice, notamment, regardez, Scarlett Johansson. Bref, Huawei était surprise, Benjamin, exposant en salon de la photo. Et ça a plutôt décontenancé pas mal de constructeurs d'appareils photo, Benjamin. Disons qu'il y a deux choses. Bon, le salon de la photo cette année était dans une nouvelle configuration, déjà sur deux niveaux. On avait l'habitude plus de quelque chose sur un long hangar avec un horizon assez large, une vue d'ensemble globale comme ça en un clin d'œil. Et c'est vrai que on a vu des stands un petit peu plus petits qu'à l'accoutumée chez les principaux fabricants d'appareils photo, et on a notamment pas pu louper le stand Huawei qui était assez colossal et qui a beaucoup fait parler, évidemment. Qui présentait le Mate 9 qu'on a là ce soir. Mais ils étaient déjà là l'année dernière. Hein. Ils étaient déjà là l'année dernière. Ah ouais. Tout à fait, mais avec une taille qui prend... Avec un petit stand. Ouais. Voilà, là, ils ont vraiment, Emmanuel, axé toute leur communication. On l'a vu avec Apple, on l'a vu avec Samsung, on l'a vu avec Huawei. Sur la fonction appareil photo, c'est devenu l'un des principaux arguments de vente des constructeurs de téléphones aujourd'hui. Mais même moi, en tant que consommateur, je vois qu'un des critères de choix, c'est essentiellement ça, quoi. Est-ce que je vais avoir le truc que j'ai envie d'avoir le plus dans la poche, au-delà du fait de téléphoner ou de consulter mes mails ou quoi que ce soit, c'est vraiment la fonction photo qui m'attire le plus. Ouais. Et c'est assez normal, et c'est le cas aussi pour beaucoup de monde, que ce soit des gens qui soient des aficionados de l'image ou pas. C'est vrai qu'on communique de plus en plus par l'image, à travers les réseaux sociaux notamment.
Et c'est quelque part assez rassurant aussi. Enfin, quand on est photographe, moi je sais que le fait d'avoir un appareil photo tout le temps dans la poche, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a des années avant l'arrivée du numérique. Et aujourd'hui, le smartphone permet ça. Monsieur X, après le baladeur, après je dirais, l'assistant de poche, après plein de fonctionnalités qu'on avait de manière séparée entre différents appareils, est-ce que c'est au tour de l'appareil photo de se faire disrupter par le smartphone, monsieur X? Alors moi je pense pour le quotidien, oui, je l'ai déjà dit, c'est devenu pour moi un moyen de communication. Quand tu regardes les gens les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire pas tout à fait nous, jusqu'à 20 ans, comment ils utilisent leur smartphone, les deux choses qu'ils utilisent le plus, c'est le messaging au sens large, donc ça passe de message sur un iPhone au SMS traditionnel sur un autre smartphone, et la photo. Et ils ne téléphonent plus, plus. Donc ils vont téléphoner en moyenne. Accessoire, hein, c'est ça. Ouais, absolument. Une fois tous les 3 jours. Donc c'est vraiment quand ils sont obligés et qu'ils doivent rappeler leurs parents qui les embêtent et qui veulent des nouvelles. Autrement, c'est du texte et de la photo. Et tu as plein d'applis où tu peux mélanger les deux. Et puis, comme je l'ai dit, Snapchat par exemple, mais on pourrait citer Instagram qui est moins social dans sa conception. Et la photo est devenue un moyen de communication. Et donc la disruption, moi je dirais qu'elle est déjà derrière nous. Et quand tu es dans cette perspective, c'est pas la qualité qui est importante, c'est la manière dont tu prends rapidement des photos, les effets que tu peux rajouter qui sont de plus ou moins de bon goût ou de mauvais goût, et la manière dont tu peux partager tout ça. Donc la photo est devenue un espèce de post-it numérique que tu partages, qui te permet de partager tes humeurs en images, ce qui est assez sympa, au même titre que nous on le faisait il y a peut-être 10 ans avec des SMS et il y a encore 3 ans avec des tweets. Aujourd'hui, tu peux même ne plus écrire et simplement envoyer des photos. Là, voilà la lame de fond. On va peut-être même voir des smartphones dont la fonction principale sera la photo. Ouais. Pourquoi pas avec un réel investissement sur le logiciel ou avec un investissement encore plus fort sur les optiques. Il y a déjà des tentatives. Panasonic Lumix a sorti il y a quelque temps un appareil photo, un smartphone vraiment dédié photo avec un capteur 1 pouce, avec déjà on a vu même des appareils photo une optique. Android. Oui, voilà. Longtemps, hein. Et Samsung notamment. Samsung a fait ça aussi. Mais le Panasonic avait un truc assez intéressant. C'était un bon smartphone, un bon smart photophone. Ouais. C'était plus un appareil photo. Plus voilà. Ouais. Après sur la partie vraiment plus smartphone, c'était moyen. Alors Benjamin, même si Emmanuel a un petit peu, l'a un petit peu abordé à l'instant, comment ont réagi les constructeurs historiques d'appareils photo, les Nikon, les Canon, les Panasonic, les Leica et autres, à l'émergence des smartphones? Est-ce qu'ils se sont adaptés à l'arrivée de ces nouveaux usages? On sait qu'aujourd'hui les selfies sont très à la mode. Je ne parle même pas des effets des réseaux sociaux, Instagram et autres filtres. Se sont-ils adaptés? Alors déjà, je voudrais juste aussi ajouter une chose par rapport à ce que disait Monsieur X. Oui, c'est vrai que tout ça, finalement, ça concourt à une espèce de langage par l'image duquel se sont vraiment éloignés. Enfin, il faut le dire, les fabricants d'appareils photo sont clairement distancés là-dessus. Et il y a un retard important qui a été pris, qui a été accumulé, que sont en train d'essayer de combler certains constructeurs avec des modèles ou avec des applications. On y reviendra peut-être tout à l'heure, notamment Nikon avec SnapBridge, des choses comme ça, mais il y a encore un vrai travail à faire au niveau de la connectivité. Simplification, en clair. Hein. Ah oui, clairement. Et parce qu'on se coupe de toute une frange d'utilisateurs qui ont pris des habitudes d'instantanéité avec le smartphone qu'ils ne vont pas retrouver avec leur boîtier. Maintenant, pour en venir à ta question, sur les salons, comment réagissent les fabricants? Il y a plusieurs manières de réagir. En même temps qu'il y a une chute du marché des compacts que je citais tout à l'heure, il faut quand même signaler, toujours parmi les chiffres qu'a publié GfK au mois de septembre, là cette fois pour le marché français, on assiste pour le coup à un ralentissement de la décroissance du marché du réflexe. C'est-à-dire que alors ça que baisse, l'année dernière, sur les 3 premiers trimestres, on était à moins 25%. Là, cette année, sur la même période, nous sommes à moins 16%.
Ouais. Bon. Heureusement, Benjamin, il y a encore le marché des réflexes qui a une évidente valeur ajoutée par rapport à tous les smartphones du marché, même si on va voir dans un instant, avec notamment l'iPhone et le Huawei, qu'ils arrivent même à titiller les réflexes, même s'ils n'ont pas des capteurs aussi gros, bien sûr, mais avec ce fameux effet de profondeur de champ. Alors, il y a les réflexes tout à fait. Il faut bien sûr citer les hybrides qui se portent même un peu mieux. moins mal que Ouais. les réflexes, puisque eux aussi sont en progrès, c'est-à-dire que par rapport à une chute importante l'année dernière, ils sont en croissance de 24% de janvier à septembre cette année. Ouais. Et puis clairement, il faut parler au sens global de boîtiers optiques interchangeables, où là, il y a encore une réelle valeur ajoutée au niveau de la qualité d'image, de l'ergonomie et de l'usage par rapport au smartphone, bien évidemment. Oui, et on peut même se demander si l'émergence, Emmanuel, de ces photophones, qui permet à beaucoup de gens, et les plus jeunes, de s'initier à la photo, ne peut pas leur donner, je dirais, l'envie et l'amour de la photo et d'aller plus loin et s'initier à des appareils plus évolués. Ah, c'est rigolo parce que moi j'ai une fille qui a 13 ans et qui s'intéresse à la photo. Et elle, Ça aurait été malheureux. Hein, ça aurait été bizarre. Hein, Oui, ouais. je suis d'accord. Et le truc qui est rigolo, c'est quand elle prend l'appareil photo, par contre, elle a tendance à le prendre comme un smartphone. Oui, et puis elle cherche le côté Voilà, tactile, c'est ça. ce qui n'est pas toujours Mais évident. bon, elle a compris quand même que c'était vachement mieux de faire des images avec un boîtier réflexe ou hybride. Ouais. Et ouais, je pense que c'est intéressant en effet, ça peut permettre de voir émerger des nouveaux talents. Voilà. Et puis après, dans la pratique, photographier avec un smartphone, ça peut être intéressant aussi. Reste aux constructeurs traditionnels d'appareils photo de s'adapter et que leurs usages se rapprochent de ceux des fabricants de smartphones. C'est vraiment deux cultures qui sont bien différentes. Entre d'un côté des éditeurs de logiciels plus que des constructeurs de téléphones avec Apple, Google et j'en passe, avec Android, même Huawei. Et de l'autre, des fabricants d'images, de l'optique pure, des Japonais pour le plus souvent, avec une culture assez particulière qui recherchent plutôt la qualité d'image, mais qui n'ont pas forcément le réflexe de se dire on va adapter les usages et s'adapter à des usages qui émergent. C'est une réalité aussi dans le monde de la photo. Ah, complètement, ouais. Complètement. Et puis on voit il y a par exemple des fabricants d'objectifs, là, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a Zeiss qui s'est mis à faire, Carl Zeiss s'est mis à faire des objectifs qui sont dédiés à l'iPhone avec un système. Symbole là aussi. Donc c'est bien qu'il y a aussi un marché émergent qui est plus qu'émergent même, qui est déjà bien installé et qui peut être intéressant pour tous ces fabricants-là. Moi, je me demande sincèrement comment en effet les ténors du genre, les Canon, les Nikon vont pouvoir lutter ou s'adapter à cette révolution, parce qu'elle est loin d'être terminée. Pour l'instant, il y a une différence de taille de capteur, de sensibilité, de plein de choses, mais que nous prédit l'avenir, quoi. Oui, on peut même se poser la question s'ils ne vont pas adopter un OS standard du marché des smartphones, un Android par exemple, et installer des applications derrière qu'on retrouverait un Instagram, un Facebook, pour publier directement. Il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là, Benjamin. Oui, complètement. Alors après, il y a des fabricants qui sont déjà en train de réagir à leur manière. Nikon investit le marché de l'action cam, par exemple, ce qui est plutôt une surprise. Oui, ils ont raté le virage des action cam. Les phénomènes formidables GoPro qui a émergé maintenant il y a 5 ou 6 ans, ils l'ont absolument pas vu venir, et les acteurs traditionnels étaient absents jusqu'à maintenant. Alors, il y avait des spécialistes de ce qu'on appelait les compacts baroudeurs, ces compacts qu'on pouvait prendre, faire tomber sans qu'ils soient abîmés, plonger avec sous l'eau, faire des photos, des vidéos. Il y avait des spécialistes comme Olympus, notamment Ricoh, qui ont aussi sorti des action cam. Mais depuis Ricoh, ça fait maintenant 2 générations qu'ils proposent. Olympus, cette année, a sorti un super modèle, la TG Tracker. Exact. Et pour le coup, Nikon a annoncé en janvier dernier une action cam à 360 que, à cause de certains épisodes, comme notamment le tremblement de terre à Kumamoto en mars, elle a été obligée de repousser, en fait. La commercialisation a été repoussée, elle devrait intervenir d'ici la fin d'année, là. Tout ça fait que, c'est une arrivée tardive et on ne sait pas vraiment si ça va porter ses fruits. En tout cas, il y a des tentatives de diversifier son offre et d'aller sur d'autres terrains, parce que le combat avec les compacts classiques grand public est perdu. Oui, Benjamin.
je pense qu'il faut aussi juste faire une parenthèse sur la photographie instantanée. Oui, exact. Puisque Fuji tire une grande partie de ses bénéfices de ce secteur-là. Ils font un carton Je avec pense les que Instax. c'est plus qu'une grande partie de ce que je sais. C'est un carton, Tu as raison, Instax, Emmanuel, c'est plus Ouais, qu'une grande partie. aujourd'hui, c'est la plus grosse source de revenus de Fuji, c'est ça. Alors, ce qui est amusant, Voilà. c'est qu'on revient à l'argentique. C'est comme la réémergence du vinyle par rapport au compact disque, au CD. Là, les nouvelles générations qui ont grandi avec les smartphones redécouvrent la vertu de l'argentique, finalement. Oui, C'est puis assez on touche amusant. là un public, on peut toucher un public très jeune, branché avec Impossible qui a sorti l'I1 aussi, qui est un très bel objet plutôt efficace, l'homographie qui surfe aussi là-dessus, et maintenant Leica qui en partenariat avec Fujifilm, C'est un très joli appareil. Oui. sort le Zofort qui est pas donné, mais 250 qui €, aussi, mais pour un Leica, c'est pas cher. un Leica Fuji, Ouais. c'est voilà. Donc, ça veut dire qu'on met des photos. qui produit Instax. des Instax mini, donc des tirages quand même relativement petits. C'est pas le Polaroid d'autrefois. Ouais. Non. Dernier mot pour conclure sur ce marché et les tendances avant de rentrer vraiment dans le détail et essayer de comprendre quel est le meilleur photophone du marché. Emmanuel, on a beaucoup parlé du grand public et des nouveaux usages. Quid des pros? Est-ce qu'on voit aujourd'hui émerger des professionnels qui utilisent pour des expos, on verra peut-être avec Benjamin pour le côté reportage et baroudeur, mais de ton côté, est-ce que tu vois des professionnels utiliser des smartphones au quotidien pour des séances de shooting où ils restent encore fidèles à leur bon vieux Leica ou autre Canon et Nikon? Je pense que pour un pro, j'ai pas de cas de figure à part des gens qui n'avaient que ça sous la main au moment où il fallait faire la bonne Donc photo. c'est un accident, quoi. J'ai pas, à ma connaissance, beaucoup de photographes qui ont fait la démarche de se dire tiens, je vais tout photographier maintenant, à partir de maintenant, au smartphone. Dans la vidéo, il commence de plus en plus à y avoir des gens du côté journaliste qui On est bien placé s'intéressent. pour le savoir Voilà. ici. On a vu BFM Paris récemment. On a même quand j'étais au salon IBC au mois de septembre, j'étais tout seul assis à un moment épuisé fin de journée sur un banc avec mon smartphone branché avec une torche à LED, avec un micro-cravate et tout ça. Et il y a un mec qui est venu me voir et qui me fait Are you a mojo? Alors j'ai fait c'est quoi un mojo? Et en fait un mojo c'est mobile journaliste, voilà, donc c'est carrément devenu une catégorie. Une sorte de JRI équipée de Après, smartphone. le truc qui est intéressant, c'est il y a toujours un rapport quand tu es artiste avec les contraintes de l'outil. Donc il y a peut-être des choses qui vont naître de tout ça. C'est clair que moi des fois je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un effort, je vais essayer de faire des belles photos avec ce que j'ai sous la main, donc un smartphone. Très belle photo. Et 2-3 fois, je me suis surpris moi-même à faire des trucs assez classe. Ouais. Benjamin, ces journalistes équipés d'appareils photo, de smartphones, on en voit aussi sur le terrain. Tu en as rencontré déjà. Bien sûr Pour qu'on la en photo. voit, et ça date pas d'aujourd'hui. Pas seulement pour la vidéo. Et pas seulement pour la vidéo. Je me souvenais d'une couverture du Time Magazine qui avait été prise avec un iPhone 4S, en l'occurrence par le photoreporter américain Ben Lowy. C'était lors d'un ouragan qui avait sévi sur Coney Island à l'époque, l'ouragan Sandy. Il avait pris son iPhone 4S alors qu'il avait du matos à portée de main aussi. Simplement, il a privilégié l'iPhone 4S pour des raisons pratiques et de rapidité, tout simplement. Il a et peut-être aussi peur d'abîmer son son matériel aussi à l'époque. Voilà. Ouais, sauf que bon, l'iPhone 4S c'est pas vraiment c'était pas un protégé photo de contre gare, les intempéries, on Ouais. peut dire. Comparé Il à a ce quand que même fait fait la couve aujourd'hui. du Time Magazine avec cette photo. Et depuis, il a réalisé de nombreux sujets en Irak ou à divers endroits, avec des photos, entre autres, avec des photos évidemment prises avec des réflexes aussi, mais entre autres publiées avec un iPhone. Ouais. Et là, sur le salon, je discutais avec photographe Caresse Leroy, qui collabore régulièrement tous les mois avec le monde de la photo, mais qui est aussi devenu un ambassadeur pour Huawei, qui vient de réaliser un sujet en Iran avec un P9 pour le coup, pas le Mate. Il me montrait un petit peu ces images et j'avoue que j'étais assez bluffé par la dynamique, par les résultats en basse lumière, et simplement d'un côté utilisation. Il confiait que évidemment ça lui a permis de réaliser des images, notamment en Iran où il n'est pas toujours simple
de sortir un appareil photo. On imagine. Dans oui. des conditions où il l'aurait pas fait avec un appareil. Et au-delà, c'est vrai que quand on a un sujet, il est beaucoup plus naturel face à un smartphone que face à un gros appareil, un téléobjectif ou un grand angle. Il y a un côté moins agressif, comme ça peut l'être avec une focale fixe un peu plus courte qu'un énorme zoom. On va pas se mettre à 30 cm d'un sujet avec un gros zoom grand angle comme ça. Ça peut avoir un côté intimidant. C'est vrai que le smartphone, il y a quelque chose de plus grand public, de moins intimidant pour le sujet. Ça, c'est intéressant aussi. Et puis, c'est aussi un outil citoyen. On a vu beaucoup de vidéos qui nous sont parvenues d'Alep pendant les bombardements en Syrie, prises par des habitants avec leur téléphone. Enfin voilà, là-dessus, je pense que... Même s'il n'y a pas forcément une approche artistique, bien sûr, là-dedans, mais il y a le côté pratique et le fait de l'avoir dans la poche. On a bien compris. Tout à fait. Alors, on va essayer d'aborder maintenant de savoir si les trois protagonistes, les trois fers de lance du marché que nous avons là ce soir, à savoir l'iPhone 7 Plus, le Huawei Mate 9 et le Galaxy S7 sont-ils les meilleurs photophones du marché? Et au-delà, est-ce qu'ils peuvent même aller jusqu'à titiller les réflexes? On va essayer d'y répondre tout de suite. Le Galaxy S7 demeure-t-il encore le meilleur photophone du marché? Il existe aujourd'hui en effet comment on pourrait appeler ça, Emmanuel, une sorte de classement des meilleurs smartphones du marché en matière photo. C'est DxO qui fait ça, le célèbre éditeur de logiciels. Société française Qui fabrique ce que tu as devant nous, hein, c'est le DxO One. Hein, c'est un petit... DxO One, ouais. On en reparlera peut-être tout à l'heure, ce qui permet d'améliorer justement le rendu de ces photos. On en reviendra tout à l'heure. Ils ont fait un classement des meilleurs smartphones au niveau photo. Et pendant longtemps, celui qui était numéro 1, il est devant moi, c'est le Galaxy S7. Il vient juste d'être doublé par le Google Pixel, hein, qui vient juste d'arriver. Il a un score de 88, le Galaxy S7 Edge, ex aequo avec le HTC 10 et le Sony Xperia Z. Ce qu'on peut déjà dire, si on regarde l'ensemble des fabricants, c'est ce qu'on a vécu déjà au niveau des appareils photo, on arrête, mais en général, la course au pixel, qui a eu d'année en année, à chaque nouvelle génération d'iPhone, ayant passé de 7 à 8, à 10, à 12. Là, tout le monde est d'accord, on est resté à peu près sur de 12 millions de pixels. Hein. Bah, de toute façon, il y a un ratio au-delà duquel ça devient un petit peu compliqué. C'est un petit peu devenu notoriété publique de savoir que la taille des pixels a un rôle majeur dans la sensibilité d'un capteur. C'est-à-dire, plus les pixels sont petits, en fait, plus tu mets de pixels, plus les pixels sont petits. On ne devrait pas dire des pixels, on devrait dire des photosites. Ouais. Voilà, du reste. Merci. Et du coup, donc c'est moins sensible. Moins de pixels, donc moins de résolution, mais les pixels plus gros, des photosites plus gros, pour plus de lumière. Plus de lumière, plus de sensibilité, plus de capacité à prendre des photos en basse lumière. Et c'est souvent, en tous les cas, pour le grand public, qu'on a besoin de faire des photos en soirée, dans des conditions d'éclairage un peu difficiles. Ouais. Ce qui est aussi caractéristique, qui a fait le succès des Samsung ces dernières années, c'est que c'était l'un des premiers constructeurs de téléphones à intégrer sur sa gamme, je dirais premium, des stabilisateurs optiques. C'était vraiment un formidable boost pour la qualité des photos, Benjamin, les stabilisateurs optiques. Ah, c'est sûr, c'est même un élément absolument indispensable. D'ailleurs, là, on parlait de la DxO One tout à l'heure, qui est un produit tout à fait intéressant. Mais une fois qu'on a goûté à la stabilisation, que ce soit sur des boîtiers, que ce soit sur un smartphone ou avec un produit comme l'Osmo Mobile là, de DJI qui vient de sortir, c'est vrai que notamment pour la vidéo, on peut difficilement s'en passer. Ouais. Et c'est vrai qu'Apple, Monsieur X, était très en retard. Hein. Il réservait la stabilisation optique uniquement à son très haut de gamme, le 7 Plus. Et on va en parler dans un instant du 7. Il a fallu attendre la toute dernière génération, le mois de septembre, pour voir arriver sur toute la gamme iPhone un stabilisateur optique. Il était temps. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et en parlant des fameux tests faits par DxOMark, je me souviens plus si dans leur dernier benchmark, justement, ils ont testé le 7S Plus, le très haut de gamme, ou s'il n'est pas encore... Non, le 7 Plus n'est pas encore dans le classement, puisqu'effectivement, la fonction appareil photo double optique n'est pas encore... est toujours en version bêta, mais ça devrait plus tarder, d'après ce que j'ai vu. Alors, ce qui est marrant quand même, hein, tu le disais, Olivier, c'est que le Google Pixel, apparemment, détrône les prédécesseurs et est devenu un petit point. Numéro 1, avec le fameux DxOMark. Comme quoi son nom est bien choisi, hein, Google Pixel, et que ça n'a pas dû être le fruit du hasard. Et encore une fois, ça c'est clair. Et ça renforce cette tendance. Ils lui ont donné un nom, Pixel, qui est de l'univers clairement de la photo. Bon, j'espère secrètement
que le 7S Plus sera un peu meilleur, mais bon, le 7 Plus suffit, Monsieur X, mais on va en parler tout à l'heure parce qu'on l'a quand même éprouvé avant de préparer cette émission, bien sûr. On essaiera de vous donner un verdict. Autre, après les stabilisateurs optiques, après, tu l'as dit, Emmanuel, pas forcément l'augmentation du nombre de pixels, mais des photosites plus gros. Surprise, Samsung a été l'un des premiers constructeurs de téléphones à proposer du RAW. Alors là, c'est vraiment du format. Le RAW réservé aux professionnels ou, je dirais, aux early adopters, aux prosumers, excusez-moi, hein, ces amateurs très exigeants de photos. Le RAW, en fait, pour essayer d'expliquer, c'est un petit peu le négatif numérique. C'est-à-dire que c'est l'idée d'enregistrer le signal qui est généré par le capteur directement, sans passer par un processing qui va faire un traitement de l'image. C'est l'idée de faire un développement numérique, de rentrer dans un logiciel qu'on dit souvent de débayerisation, puisque c'est des capteurs qui utilisent la matrice de Bayer, pour faire un traitement. Voilà. Quand on fait du RAW, ça veut dire que derrière, on va faire du post-traitement dans un logiciel. Et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier même les paramètres d'exposition de l'image. On va pouvoir retravailler, changer sa sensibilité, changer sa balance des blancs. Un JPEG, c'est beaucoup plus figé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le corriger. Oui, on peut le en tous corriger. les cas, on a beaucoup moins de latitude de correction. Et quand on fait du RAW, on a souvent aussi plus de dynamique. Donc la dynamique, c'est la différence qu'il y a entre les hautes lumières et les basses lumières. C'est pour ça que Benjamin, lorsqu'un photographe travaille ses photos en RAW sur un Mac ou sur un PC, qu'il ajuste un petit peu tous les paramètres, il dit j'ai développé mes photos, quoi, carrément. Oui, donc on parle effectivement de développement, puisque le terme RAW en anglais veut dire brut. On part d'un fichier brut qu'on va importer dans le logiciel pour le dématricer, le développer. Alors tu as cité Samsung qui propose du RAW. Il y a aussi un autre géant coréen qui propose du RAW DNG universel sur ses boîtiers, c'est LG, qui produit aussi des smartphones plutôt très à l'aise sur le segment photo. Ouais, avec le G5 notamment récemment. Le G5, le G4 même avant. Et il est vrai que quand on aime un petit peu la photo, quand on va dire, on se prétend un petit peu plus avancé et expert, c'est le genre de détail qui fait plaisir. Ouais, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Est-ce que c'est pas un peu du marketing que de proposer, comme l'a pu le faire Samsung, du RAW sur des téléphones où on sait que la capacité mémoire n'est pas considérable et on sait que le RAW c'est très lourd en termes d'espace mémoire. Il peut y avoir un rapport x10 entre une image JPEG en compression moyen plus et un fichier RAW, ça c'est clair. Souvent, les gens qui ont même un réflexe, par exemple, mais qui sont amateurs et qui font que de la photo de famille ou des choses comme ça, n'utilisent pas la fonction RAW parce que ça remplit plus vite les cartes. Donc ça, c'est un critère qui est important. Ouais. Ouais, complètement. Alors après, c'est vrai que là, les devices Apple en général sont pas forcément les mieux lotis avec des capacités plutôt restreintes. Sauf à ajouter des accessoires. Sur un LG, un Samsung, on ajoute une micro SD. Déjà, on peut régler une partie du problème. On peut également. Samsung, c'est plus compliqué. Hein. Il y a plus... Mais oui, tu as raison sur le S7. Tu as raison. Il y a le port micro SD, c'est vrai. Il avait disparu sur l'ancien. Il est revenu. Mille excuses, tu as parfaitement raison. On peut soit photographier en RAW, on peut photographier en RAW plus JPEG, ou on peut tout simplement cocher le RAW à la volée pour une prise de vue un petit peu plus délicate, avec un fort contraste, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est des fichiers plus volumineux, ça engendre aussi un travail supplémentaire a posteriori, et ce ne sera pas pour publier l'image dans la foulée, pour l'échanger depuis son téléphone. C'est une autre démarche, mais qui va plus dans le sens de la photo. Voilà. Donc on l'a dit, traitement RAW, donc pour les pros, ça les touche. Tu l'as dit, la possibilité de mettre une carte SD, stabilisateur optique, des pixels plus gros. Le Galaxy S7, c'est classé donc premier du DxO Mark, qui est quand même une référence aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? On sait que, de manière générale, beaucoup d'utilisateurs de Samsung plébiscitent la qualité de prise de vue en basse lumière, et c'est vraiment le point fort du Galaxy S7 aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec, mais oui, les gens ont l'air d'être assez contents pour ça. Moi, j'ai toujours un bémol sur la colorimétrie chez Samsung, qui reste encore un peu... C'est l'un des moins qu'a mis en avant DxO. Moi, je trouve ça toujours un peu criard, un peu trop... Plus exactement, DxO dans les moins, qui ont attribué au Galaxy, des photos avec une dominante un peu trop chaude, voire un peu carrément jaune. Voilà. Mais Benjamin, ton avis sur le Samsung? Moi, je ne vais pas avoir un avis précis sur le Samsung, mais je vais
plutôt prêcher un petit peu pour ma paroisse, qui est la photo et qui sont les appareils. J'ai tendance à être plutôt, moi, déçu par les résultats obtenus avec un smartphone, quel qu'il soit à l'heure actuelle, dès qu'on va se trouver en basse lumière. Par rapport à ce que je peux obtenir évidemment avec un compact à capteur 1 pouce, un micro 4 tiers, un APS et a fortiori un plein format. Voilà, il y a aussi des habitudes qu'on prend quand on traite ces images, et quand on passe d'un fichier 24-36 à un fichier pris avec un téléphone, on prend une petite claque quand même. Ouais. Voilà. Alors, c'est étonnant parce que le Samsung se glace quasiment en tête de tous les smartphones, alors qu'il n'a pas cette double optique qui est apparue sur le Huawei P9, le Mate 9 que nous avons là, et également l'iPhone 7. Est-ce qu'ils vont rattraper leur retard grâce à cette double optique? On va y répondre juste après le busomètre. Le busomètre, le classement des rumeurs qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple. Aujourd'hui, la rumeur qui est la plus récurrente sur le web, c'est les lunettes de réalité augmentée qui seraient en préparation chez Samsung. C'est une rumeur, voire même une affirmation du site Bloomberg, c'est pas n'importe qui. On sait notamment que Tim Cook avait déclaré qu'il ne croyait pas trop à la réalité virtuelle, mais il pensait plus à la réalité augmentée. Info intox, nous on a mis 2 étoiles, on verra si elle se confirme dans les semaines ou les mois qui viennent. Deuxième rumeur la plus récurrente cette semaine, c'est un iPhone 8 plus grand. C'est une rumeur de Barclay Research qui a été relayée par Mac Rumors, des iPhones non plus de 4,7 et 5,5 pouces, mais des iPhones de 5 et 5,8 pouces, avec notamment peut-être, on espère, la possibilité de voir disparaître le haut-parleur au sommet de l'écran et vraiment des bords affleurants, comme on a pu le voir sur le dernier Xiaomi designé par Stark. Également la réponse en septembre de cette année. On a mis 3 étoiles. Troisième rumeur, pas de nouvel iPhone, mais un iPhone SE en mars, mais un nouveau iPhone 7 blanc, en clair l'équivalent du Nord 2G, mais en une version blanc laqué, histoire de booster les ventes de l'iPhone 7 d'ici là. Il faudrait simplement peut-être aussi faire en sorte que la fonction portrait marche un peu mieux. On va en parler dans un moment. Et quatrième rumeur, un nouveau Mac Pro pour la fin du mois. Mais là, il faut se dépêcher Apple, parce que la fin du mois arrive à grands pas. Et là, on n'y croit pas trop. On n'a mis qu'une seule étoile. Dernière rumeur qui a pas mal buzzé ces dernières semaines, c'est des AirPods en janvier. Le fameux casque sans fil qui est le compagnon idéal de l'iPhone 7 puisqu'il n'a plus de port jack est en retard. Il y aurait, selon les dernières rumeurs, la possibilité d'en avoir quelques-uns pour Noël, mais vraiment en quantité limitée. Et les livraisons devraient arriver à partir du mois de janvier. Voilà pour le busomètre. On va passer au Huawei. Est-ce que le Huawei est vraiment digne de porter la griffe Leica? On y répond de suite. Un smartphone Huawei griffé Leica, c'est un vrai tremblement de terre dans le monde de la photo, Benjamin? Tremblement de terre, disons que... c'est quand même une marque iconique que Leica a signée avec Huawei, une marque chinoise qui a besoin en plus qui n'est pas forcément à l'origine une marque très premium. C'est quand même étonnant. C'est sûr que c'est plus... Alors, pour le coup, c'est vraiment une bénédiction pour Huawei qui, là, s'achète une crédibilité... s'achète est le mot. Immense, puisque, il s'agit avant tout d'un partenariat industriel. Voilà, Leica va pouvoir fournir son savoir-faire en matière d'imagerie, d'optique. Et clairement, là, Huawei va vraiment se faire une formidable vitrine avec ça. D'ailleurs, sur leur stand maintenant, ils arborent très fièrement le logo Leica, mais tout comme peut aussi le faire Panasonic, qui a aussi un partenariat de longue date avec Leica pour ses boîtiers, et on s'en réjouit. Les utilisateurs de boîtiers micro 4 tiers, Emmanuel pourra peut-être en dire un mot. Là, j'ai un P9, là, il est moins visible, le logo Leica. Ils n'ont pas été jusqu'à mettre la puce rouge, mais il y a quand même écrit Leica de manière sensible. Oui, pardon. Mais Leica reste même une marque très discrète sur ses produits, la plupart du temps, même, quitte à parfois même ôter le logo pour une plus grande élégance. Par contre, quand on veut le voir sur un stand ou quoi que ce soit, on le rate pas, le fameux logo rouge. Alors, il y a eu le P9 au printemps dernier, il y a eu le Mate 9 qui est là. On a vu même lors de la présentation du Mate 9 la semaine dernière que le PDG de Leica, Oliver Kaltner, est monté sur la scène, donc il est monté au charbon. Voilà, c'est assez étonnant qu'une marque aussi emblématique, ça montre quand même une tendance et qu'il est nécessaire de prendre un virage lorsqu'on est un constructeur d'appareils photo et se rapprocher des constructeurs de smartphones. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec un P9 depuis quelques jours maintenant. J'avoue que
Le capteur monochrome est très sympa. Il y a un vrai truc et un vrai plus. Alors, il faut expliquer. Alors, on va reprendre à la base. En clair, la particularité, et là, on va le voir si tu montes le dos de l'appareil, c'est qu'il y a 2 capteurs. Donc là, a priori, l'idée de Huawei et de Leica, LG l'avait déjà fait également, c'est de pouvoir proposer une profondeur de champ et proposer une réponse à ceux qui disaient mais on ne peut pas faire de profondeur de champ, il faut un réflexe pour ça. En clair, le fond flou lorsqu'on fait des portraits. Là non, en fait la démarche Huawei-Leica, elle n'est pas du tout axée sur la profondeur de champ, elle n'est pas du tout axée sur la différenciation de focale, en tous les cas sur les deux appareils photo. On a d'un côté un capteur traditionnel couleur et de l'autre côté un capteur qui est purement noir et blanc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que tous les capteurs sont noir et blanc et c'est la matrice de Bayer qui rajoute la couleur. Donc quand on supprime la matrice de Bayer, il se passe quoi ? Eh ben, on a beaucoup plus de définition. On a du noir et blanc, mais on a du coup beaucoup plus de définition. Donc le vrai plus sur ces photophones, puisqu'il y a ce mot-là qui existe depuis quelques temps maintenant, c'est justement d'avoir ce noir et blanc avec une image qui est très définie, avec des dégradés qui sont assez jolis, des niveaux de gris qui sont assez jolis. Voilà. Sur la partie couleur, j'ai absolument pas été bluffé, mais sur cette partie noir et blanc, en tous les cas, ça apporte quelque chose. Est-ce que tu as vu il n'y a pas de hasard, puisque chez Leica, on trouve aussi 2 appareils très singuliers qui sont les M monochrome et une seconde génération de M monochrome, qui sont 2 boîtiers à visée télémétrique mais dotés d'un capteur numérique et qui ne photographient que en noir et blanc avec du DNG, donc comme l'a dit Emmanuel, sans matrice de Bayer, et qui délivre des fichiers assez singuliers, assez étonnants. Ouais. Donc on voit une approche très originale dans la stratégie de Huawei pour se différencier du marché. Est-ce que tu retrouves la patte de Leica concrètement ? Ne fût-ce que dans l'interface peut-être, je ne sais pas. Non. Objectivement, je pense que, j'imagine qu'ils ont bossé ensemble sur le processing, sur le traitement, sur l'optique, sur tout ça. De là à dire qu'on reconnaît la patte Leica dans la signature visuelle des fichiers générés par ces smartphones, je pense qu'il ne faut pas trop déconner non plus. Et surprise, dans le classement des XOMark, moi je m'attendais à ce qu'il se classe parmi les tout premiers, voire devant le Galaxy S7, et il ne se classe que 9e, derrière l'iPhone 6S. Et derrière le Galaxy S5 avec une note, et devant juste le Galaxy S5 avec une note de 80. Est-ce qu'on peut expliquer quand même pourquoi, selon toi ou Benjamin, il n'a pas fait l'unanimité par rapport aux gens de DxO c'est pas forcément un traitement réellement professionnel lorsqu'on pourrait. Il y a un peu quelque part peut-être un peu trop de marketing et le traitement numérique n'est pas à la hauteur. Juste un mot là-dessus, je ne vais pas me prononcer par rapport à ce qu'a mesuré DxO. Par contre, j'aimerais juste dire un mot de l'interface que je trouve plutôt réussie. J'ai été assez séduit moi par l'accès aux réglages, par la manière dont on peut gérer la netteté à l'écran. J'ai trouvé ça plutôt intuitif, plutôt bien foutu. Et j'observais un petit peu sur le salon les gens jouer avec les exemplaires qui étaient à disposition, et je pense qu'ils ont trouvé là un truc qui fonctionne pas mal. Et notamment quand après j'ai pris en main cet après-midi le 7 Plus d'Apple, où là je trouve qu'au niveau de l'appareil photo, on est très très loin d'une ergonomie aboutie. Et on va y revenir. Toujours parmi les smartphones, et on y reviendra. On va y revenir sur l'iPhone en détail. Tu m'as montré en amont de cette émission quelques images qu'on va peut-être voir, qu'on va incruster maintenant, de photos que tu as fait avec le P9. C'est quand même assez étonnant, notamment si on compare avec le même cliché que tu as fait avec l'iPhone, c'est quand même remarquable qu'un téléphone puisse produire une telle qualité d'image. Moi, j'aurais jamais cru qu'un jour un téléphone puisse produire une telle qualité d'image. Il y a quand même des années de développement. On l'a dit, c'est un argument de choix qui est hyper important. Quand on choisit un smartphone, on choisit essentiellement par rapport aux fonctionnalités photo. Je pense qu'il y a une grosse partie de R&D de tous les constructeurs qui est vraiment... Et concrètement, entre les deux clichés, quasiment les mêmes, même si ce n'est pas forcément les mêmes plans exactement, entre celui que tu as fait avec l'iPhone, à l'époque c'était l'iPhone 7 ou c'était l'iPhone 6 ? Ah, tu veux dire entre l'iPhone 7 et le boîtier que j'avais ? Ah oui, je me suis amusé à faire la même photo. J'ai fait P9 en noir et blanc, iPhone 7, pas le plus mais le 7 normal,
Et j'avais le Fuji X-T2 qui est un des boîtiers hybrides que j'aime bien en ce moment, sur lequel j'ai pas mal bossé. C'est vrai que sur écran, en tous les cas, alors je sais pas sur des grands tirages et tout ça, ce que ça va donner, mais sur écran et pour partager sur les réseaux sociaux, il n'y a personne, je défie quiconque de dire ça a été fait avec l'iPhone, ça a été fait avec un boîtier un peu plus Et pro. entre l'iPhone et le Huawei, entre l'iPhone et le Huawei, alors j'étais vraiment pas satisfait de la partie couleur, donc j'ai vraiment utilisé le P9 uniquement en noir et blanc. Ouais. Donc c'est difficile de faire c'est un peu la comparatif. critique qu'on entend en termes de saturation de couleurs, des contrastes, ils y vont peut-être un peu trop fort. Mais je rejoins Benjamin sur l'aspect interface. C'est vrai qu'il y a des bonnes trouvailles. Le fait de pouvoir appeler les menus en balayant de l'extérieur, par exemple. Voilà. Après, il y a des petits bémols pour moi. Notamment cette fonction noir et blanc, dès qu'on rééteint le téléphone et qu'on sort le téléphone de la veille, par défaut, il ne revient pas sur les derniers réglages. Ça, c'est un peu naze. Et après, sur toute la partie, quand on rentre vraiment dans les réglages manuels, ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, Benjamin, on attend le Mate. Tu as eu le temps d'essayer un petit peu le Mate 9, je crois, pendant le salon de la photo. Il n'a pas été encore noté par DxO, parce qu'il vient tout juste de sortir. Celui-ci semble également pas mal en progrès par rapport au P9. Là-dessus, franchement, je serais très mal placé pour donner un avis. J'ai pas suffisamment eu en main, surtout dans le cadre d'un salon, c'est un petit peu compliqué. Par contre, j'avoue avoir été impressionné par les images qui déjà sortaient du P9, même s'il faut toujours mettre des bémols sur les conditions dans lesquelles elles sont faites. Encore une fois, dès qu'on va sur de la basse lumière, dès qu'on va sur des sujets en mouvement rapide et toutes ces choses-là, c'est là qu'il va vraiment falloir juger des performances. Surtout que là, on parle des smartphones face aux appareils photo et on va toucher à des domaines où ils vont atteindre vraiment leurs limites et on va plutôt être tenté de saisir un boîtier pour certains usages, quoi. On va conclure avec le monsieur marketing de cette émission, à savoir monsieur X. Huawei a réussi quand même un formidable coup marketing en signant avec Leica. Écoute, oui, c'est indéniable. Et je pense que ça va être suivi d'autres annonces maintenant. Si je me souviens bien, on a vu Zeiss déjà signer des alliances de ce type. Moi, je pense que c'est surtout à l'avantage des fabricants de smartphones. Est-ce que c'est à l'avantage des fabricants d'optique et des fabricants d'appareils photo? Je ne sais pas. Si tu veux, c'est un peu cette histoire de Apple et Nintendo dans le domaine du jeu qui se regardent, et Apple aimerait bien qu'il y ait plus de jeux Nintendo, mais Nintendo hésite à y aller parce que s'ils y vont vraiment un jour, ils vont se faire manger. Je crois que c'est un peu le même débat aujourd'hui pour les fabricants d'optique et d'appareils photo. Maintenant, si ça peut donner du plus sur l'iPhone 8 ou 9, moi je suis partant, hein. Je pense que c'est un vrai bon investissement à faire pour les fabricants de smartphones. Mais une fois de plus, ça se finira peut-être par le rachat pur et simple de ces gens-là. Et on perdra un peu de la magie quand même des fabricants d'optique parce qu'il y a une techno derrière assez incroyable et qui s'exprime véritablement pas que dans les smartphones, mais comme on dit, sur les objectifs des cailloux un peu plus larges, et puis pour faire d'autres usages, comme de l'astronomie, tout le rêve, l'imaginaire qui est autour de la photo et qu'on perd totalement avec le smartphone. Donc j'espère que ça ne sonne pas le glas des fabricants d'optique. Dernier téléphone qu'on va passer au crible ce soir, bien sûr, il s'agit de l'iPhone 7. Avec l'iPhone 7, Apple a-t-elle rattrapé son retard côté photo? Elle avait pris pas mal de retard par rapport à Samsung, on l'a dit, sur le front de la photo, notamment en basse lumière. L'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus sont arrivés donc en septembre avec une seule optique sur le 4,7 pouces et deux optiques sur le 5,5. Également la même stratégie qu'on a décrit pour Samsung tout à l'heure. Plus de course à la puissance, toujours 12 millions de pixels, mais toujours des pixels, des photosites plus gros, pour améliorer évidemment les photos en conditions de faible éclairage. Et enfin, un stabilisateur optique sur toute la gamme. On l'attendait depuis longtemps, aussi bien sur le 4,7 que sur le 5,5 pouces. Emmanuel, tu vois vraiment la différence entre le 6 et le 7 aujourd'hui? Je vois la différence en termes de qualité. Je vois le bénéfice. Moi, j'ai un 7 normal que je teste depuis quelques semaines. C'est un vrai plus. Et puis, ils sont pas mauvais au niveau de la stabilisation chez Apple, en tous les cas. Ils ont mis du temps, mais ils sont pas mauvais, effectivement. Ils sont pas mauvais, surtout en vidéo. En vidéo, je trouve que c'est assez... c'est vraiment
c'est assez impressionnant même. Est-ce que tu as noté du progrès en basse lumière? On sait que c'était vraiment le défaut, le talon d'Achille de l'iPhone jusqu'à maintenant, par rapport notamment au Samsung. Je trouve que ça progresse tranquillement dans la logique de l'évolution de ces technologies-là. Ouais, il y a un gap. Moi, je suis passé du 6 plus normal Ouais. au 7. Donc je vois, il y a 2 générations entre les deux et c'est là, 6 c'est- Ouais, le 6 Plus, c'était le grand, c'est ça? ouais, c'était le grand. Donc mais il avait le stabilisateur optique. Donc il tu as avait pas- déjà. Ouais. Ouais, alors que le 6 ne l'avait pas. Donc Non. Monsieur X, quand vous allez recevoir votre 7 Plus, vous allez, je vous promets, voir une vraie différence en termes de stabilisation optique, parce que le modèle que vous aviez auparavant ne l'avait pas. Eh ben écoute, je l'ai juste pas installé, mais j'espère vraiment ça, le stabilisateur optique. Alors moi je suis pas un spécialiste, mais le traitement du signal, hein, Phil Schiller avait beaucoup insisté là-dessus. Et puis la partie logicielle, alors bon, on a parlé beaucoup hein, de ces fameux portraits qu'on doit pouvoir réaliser On va en parler. comme les grands photographes, mais la chaîne complète optique, enfin double optique en l'occurrence pour le 7 Plus et traitement du signal, oui j'ai hâte de voir ce que ça donne, même si je suis qu'un photographe amateur, je suis vraiment en attente d'un plus assez fort. Benjamin, lors de sa présentation, on va parler bien sûr de la double optique, mais les responsables d'Apple, Phil Schiller en tête, a beaucoup insisté sur le nouveau flash qui était doté de 4 LED. Ça change vraiment la donne, ce type de flash multi-LED. Ça permet vraiment d'avoir plus de luminosité. Il est toujours intéressant d'avoir une source de lumière artificielle en plus, avec des appareils qui sont un peu limités en basse lumière. Ça c'est sûr. Maintenant, il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment de l'autonomie aussi, parce que bon, ça peut avoir une incidence. Moi, j'aimerais beaucoup revenir sur le fameux mode bokeh qui a été un petit peu... Salut d'optique, allons-y, je t'en prie. Comme ça, vendu par Apple. Bon, pour l'avoir un petit peu manipulé cet après-midi, je sais qu'il s'agissait d'une version bêta, hein, d'après ce que tu me disais. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas été convaincu du tout. Alors, il faut espérer que d'ici la sortie du produit final, ils aient tout débugué, parce que là, on a pu constater, toi et moi, de vrais petits soucis quand même. Ouais, alors, déjà, une première déception, Benjamin, et je ne sais pas si Manuel ou Monsieur peuvent rebondir. La principale avancée de l'iPhone 7, vous l'aurez compris, c'est l'une des principales, mais la plus criante, et ils font de la pub là-dessus, c'est l'arrivée d'un deuxième capteur qui est un zoom, hein, le deuxième objectif, hein, alors que le premier il y a deux focales différentes. Il y a deux focales différentes. La première est un grand angle et la seconde est un petit téléobjectif, dirons-nous. Sauf que alors on peut effectivement jouer, c'est assez original, c'est très différent de ce que tu décrivais tout à l'heure sur le Huawei. On peut passer en appuyant sur un bouton sur l'interface 1, 2, donc zoomer sur une photo sans perte de qualité, parce que c'est un zoom optique, effectivement. Hein. On désactive le premier, voilà, l'image bascule sur le deuxième objectif. Je suis arrivé, mais par contre, lorsque l'appareil est arrivé, il n'y avait pas cet effet bokeh. Il fallait vraiment jouer sur, vraiment coller un sujet au premier plan pour avoir un peu de flou en arrière-plan. C'est une correction logicielle qu'on attend pour pouvoir faire cet effet bokeh. Et elle est arrivée que depuis quelques semaines sur la version iOS 10 intermédiaire qui est arrivée. C'est une version bêta. Et c'est vrai que c'est assez décevant, mais quand ça marche, c'est par contre assez étonnant, Emmanuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bokeh qui est vraiment artificiel. C'est-à-dire que c'est un filtre logiciel qui va rajouter du flou sur l'arrière-plan. C'est comme si on détourait dans Photoshop un personnage, il appelle l'effet portrait, et derrière on mettait c'est fait en temps réel. Vous voyez les filtres et les machins qu'on peut avoir sur Snapchat, par exemple, qui rajoutent des gros yeux ou n'importe quoi. On est un peu sur la même technologie, c'est-à-dire que c'est du tracking. On va faire un détourage en temps réel et on va rajouter du flou sur l'arrière-plan. C'est absolument pas le bénéfice optique qu'on peut avoir quand on met... C'est un faux effet bokeh. Voilà. Donc, même s'il y a un objectif qui est un peu plus télé, et qui devrait permettre d'avoir un petit peu de bokeh, il en rajoute un petit peu, mais pas suffisamment pour que ça soit visible en tous les cas pour le grand public. Donc voilà, de ce que j'ai vu dans des bonnes conditions d'éclairage, ça a l'air d'être plutôt efficace. Après, j'ai pas vraiment plus testé parce que peut-être que Benjamin pourra nous en dire plus. C'est vrai que quand on a fait les tests au monde de la photo, Benjamin, il n'y avait pas forcément un éclairage qui était parfait et qu'on a l'impression presque que le stabilisateur optique est absent au moment où on active cette fonction-là du mode portrait. Il y avait deux soucis juste avant d'aller plus loin sur le terme bokeh. Bon, il existe aussi plusieurs rendus de bokeh. Le bokeh, un terme japonais qui
désigne un flou, en fait. Il existe différents types de bokeh selon l'optique utilisée. Et on peut parfois, quand on pratique la photo avec un boîtier, aimer certains bokeh, même avec de vieilles optiques. Je pense, moi j'ai une optique que j'adore, un Nikkor AIS mise au point manuel des années 70-80. Moi j'ai un qui a Pentax, rendu moi. très Un Pentax, particulier. C'est celui de mon grand-père, exact. Et voilà, et ça c'est un terme de bokeh. Donc c'est vrai que quand on voit ce bokeh-là, C'est un vrai bokeh. qui est un bokeh avec un rendu particulier, qui peut parfois être mou, qui peut être velouté, qui peut être quand on voit ce que fait l'iPhone 7, mettre le terme bokeh là-dessus, comme l'a justement souligné Emmanuel, là on est dans le pur artifice logiciel. C'est du marketing. Maintenant, C'est du marketing. c'est du marketing pur. Et c'est vrai que ça, faut le rappeler, quand on aime la photo, le bokeh, c'est une notion qui est plus large que le simple flou. Et c'est une notion optique, pas une notion Et c'est une notion logicielle. optique, qui est propre. Enfin voilà, chaque optique a son propre bokeh. Et donc pour en revenir à la réalisation, donc deux choses qui étaient un petit peu décevantes, on va dire. Lors du test, oui. Voilà, lors de nos essais, c'est que d'une part, la prévisualisation ne reflétait finalement pas du tout le résultat. Le rendu final, oui. C'est-à-dire que le flou observé au moment du déclenchement ne se traduisait pas par un flou exact sur la photo, voilà, tout simplement. Donc ça n'allait pas. Et deuxièmement, l'absence de stabilisation dans ces conditions. Donc là, je pense qu'on est plus face à un bug et un problème de firmware qu'autre chose. En tout cas, moi, j'ai pas du tout été convaincu en l'état par. Et on comprend mieux pourquoi Apple appelle cette version une version bêta. Monsieur X, encore une fois, comment est-ce possible qu'Apple commercialise un téléphone en mettant en avant, du moins sur le 7 Plus, l'effet bokeh, et que derrière cette version soit absente au lancement et un mois plus tard, elle ne soit pas vraiment efficiente encore? Moi, ça m'inquiète. J'ai pas la réponse, mais ça m'inquiète. C'est effectivement pas dans les habitudes d'Apple, non pas de faire des bêtas, ils en font tous les jours, mais ils font des bêtas avec une population ciblée qui sont les développeurs. Des bêtas à destination du grand public sur un produit qui lui est fini et qui est vendu très très cher, sur une fonction, cet effet bokeh, qui est une des fonctions qui est mise en avant dans la communication comme étant différenciatrice. Là, j'avoue que j'ai la chic un peu coupée. Et moi, sincèrement, j'ai peur qu'en fait, ils n'arrivent jamais à le mettre au point, ce truc. Et je pense qu'Apple a pris un risque énorme, soit pour la réputation de son produit, soit voir, puisqu'on est dans une société judiciarisée, au moins aux États-Unis, qui se fasse carrément attaquer pour publicité mensongère. Carrément. Ils ont beau se rassurer dans leur pub avec tiens, il y a un photographe vachement connu dans le monde de sport qui fait une pub avec nous et qui dit que c'est génial. On est bientôt 2 mois après la sortie, et vous qui l'avez entre les mains, et tous les gens qui l'ont entre les mains disent que ça ne marche pas, quoi. Donc, il faut si je peux me permettre. On va voir, mais c'est une tâche aujourd'hui sur le 7S Plus, alors que c'est le sujet de l'émission. La photographie, et la capacité des smartphones à faire de la photographie, c'est un des points principaux dans les critères d'achat. Donc danger pour moi. Manuel, pour conclure. Sur cette fonctionnalité, comme je l'ai dit, c'est vraiment... on est sur un truc qui nécessitait, il y a encore pas très longtemps, sur des ordinateurs lambda, des semaines de calcul. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le tracking sur une image, c'est quelque G4, chose... un flow gaussien, il fallait une demi-heure. Ouais. Traquer, c'est-à-dire détourer temps réel, faire le tracking, suivi du mouvement, tout ça. C'est de la technologie de très très haut niveau, quoi. Alors, on va essayer... et puis dernier point pour conclure sur l'iPhone 7, cette année, cette version. Et ça, c'est toutes les versions d'iPhone 7. La gestion du RAW, on en a parlé en amont de cette émission. Donc, Apple a rattrapé également Samsung et s'est mis au même niveau. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour les photographes. Alors, quel est le verdict de XOMark? Il n'a pas pu tester donc l'iPhone 7 Plus, on le disait, puisque la version double optique est en version bêta. Donc, tester une version bêta, ça n'a aucun sens. Elle ne devrait pas tarder, on l'espère. L'iPhone 7 classique avec une seule optique a obtenu une note de 87, ce qui le classe au 4e rang, ce qui n'est pas si mal. 4e rang des classements du côté du LG G5 et du Galaxy S6, pas le S7, donc il est en retard.
On verra comment se classe l'iPhone 7 Plus dans les semaines qui viennent. Mais en général, ils ont noté une très bonne exposition globale et une large place dynamique, très stable, une bonne balance des blancs. L'autofocus qui est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Et ils ont publicité le flash, c'est effectivement le 4 tons. Par contre, effectivement, en faible lumière, il y a toujours des faiblesses selon DxO. Et je pense que le Samsung, et ça va être un petit peu la question ce soir, quel est selon vous, messieurs, le meilleur photophone du marché? Ça me fait mal de le dire, mais pour moi, aujourd'hui, le Samsung garde encore, le Galaxy S7, une longueur d'avance. J'ai envie de dire, je ne sais plus quel grand photographe qui disait que le meilleur appareil photo, c'était celui qu'on avait sur soi au moment où il fallait déclencher. Ouais. C'est pas un débat qui m'intéresse vraiment. Je trouve qu'on est dans un mouchoir de poche. Je continue à préférer moi l'image produite sur un iPhone que sur un Samsung. Plus pour des histoires de rendu colorimétrique. L'affichage de l'écran qui est un peu très saturé. Pas de l'affichage, mais vraiment le traitement de la couleur dans l'image. Je trouve qu'il y a un rendu qui est plus naturel, qui est plus neutre. J'ai pas testé le Mate, voilà, mais voilà, Samsung continue à produire des images qui sont un peu trop criardes pour moi, et même en termes de détails, il y a une accentuation que j'aime pas trop dans le rendu global de l'image. Mais voilà. Au-delà, Benjamin, l'iPhone progresse, mais on l'a vu avec le 7 Plus, il est pas, le vernis n'est pas encore sec. Ça, encore une fois, proposer une fonction qui est pas finie, terminée, c'est pas vraiment dans la culture des fabricants d'appareils photo, franchement. Alors, ça peut arriver, mais c'est de plus en plus rare, sachant qu'il y a aussi certains fabricants comme Fuji qui ont le mérite de faire évoluer leurs appareils de manière parfois spectaculaire, avec des mises à jour de firmware régulières, mais en général, ils produisent déjà des produits très bien finis quand ils les commercialisent. Cela dit, par rapport à l'iPhone, il n'y a pas que ce problème par rapport au bokeh. Bon, on parlait de l'interface à un moment, c'est à prendre en compte aussi. Pour moi, il pêche aussi à ce niveau-là. Ce qui explique, Benjamin, qu'il y a énormément d'applications dédiées au traitement photo, pour améliorer le photo, qui sont sorties pour justement améliorer la fonction appareil photo de l'iPhone, qui c'est vrai, assez minimaliste, dirons-nous, en termes de Bien sûr, à un réglage. moment, on parlait pas d'iPhonographie, on parlait plus d'Ipstamatic que de l'iPhone, d'ailleurs, tout simplement. Il y a des applications qui ont ringardisé l'appareil photo d'Apple. Bon, moi, en termes de photophone, perso, j'ai un LG G4, voilà, qui me suffit largement. Et je dois dire qu'avec, en fait, je ne prends pas vraiment de photos, je m'en sers comme un bloc-notes, il va me servir comme ça. Voilà, mais de brouillon, dirons-nous. Voilà. De brouillon, mais j'arrive à avoir une interface beaucoup plus aboutie de par les réglages proposés. Sous Android, hein. Sous Android que ce que peut proposer un iPhone 7 que j'ai entre les mains tout à l'heure, parce que j'ajoute que, comme on disait tout à l'heure, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours avec soi. Moi, je fais en sorte d'avoir toujours un boîtier avec moi, qui est soit un compact à capteur 1 pouce ou mon Fuji X100S, qui est un petit peu plus gros, mais dont j'ai du mal à me séparer. Voilà. Qui produit des images, pour le coup, dont je suis satisfait. Ouais. Monsieur X, pour conclure, l'iPhone est en progrès, mais en léger retrait encore par rapport à Samsung. Il va falloir attendre que les mises à jour arrivent du côté d'Apple pour vraiment pouvoir rivaliser avec Samsung. Hein. Oui, mais pour répondre précisément à ta question, c'est quel le meilleur photophone du marché? Je pense que la réponse est on ne sait pas, et on verra dans 4, 5 ans, 6, 7 ans. Moi, je crois qu'il y a encore une marge de progression énorme, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, il y a encore beaucoup à apporter et beaucoup à faire. Et puis la vidéo, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais vraiment un axe de développement. Moi, je sais que je fais beaucoup de vidéos 4K avec mon iPhone actuel et je compte en faire encore beaucoup. Je suis pas capable de juger de la qualité, on va dire, du film que j'ai fait, mais bon, quand je l'envoie sur mon ordinateur ou sur ma télé, hein, ce sont des souvenirs de vacances, hein, c'est la plupart de mes sujets. J'avoue que moi, le rendu m'émerveille, voilà, mais on peut certainement faire
encore beaucoup mieux. Donc le meilleur smartphone, c'est celui qui va arriver dans les années à venir. On fera beaucoup d'émissions sur le sujet. Ouais, il faut que juste qu'Apple accélère un petit peu et arrête de gagner du temps et jouer avec la montre, ce serait pas mal. En guise de conclusion, un petit coup de chapeau à notre partenaire technique de cette émission. Il s'agit de QNAP. Nous utilisons un NAS Thunderbolt 2 pour archiver nos émissions et qui permet donc d'archiver nos images, nos rushs via le réseau Ethernet 10 Go de 42 et de monter directement à partir du NAS QNAP en le connectant en Thunderbolt 2 au Mac comme si c'était un disque dur externe. On a réalisé une petite vidéo, je vous invite à aller la voir sur notre chaîne YouTube et Dailymotion pour voir vraiment les coulisses dans Refait le Mac. Vous verrez comment on tourne et vous verrez comment on utilise le QNAP Thunderbolt 2. C'est assez étonnant. Voilà, l'heure est arrivée de passer à nos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence ensuite avec Monsieur X. Alors, mais le coup de cœur, Olivier, cette semaine, il y en a deux. Toujours un coup de cœur autour de ma marotte principale, les ampoules basse consommation, comme tu le sais. Les Philips Hue, c'est ça? Ouais, alors les Philips Hue, bien sûr. Plus que basse consommation, des ampoules connectées, ça fait un peu plus rêver, Monsieur X. Ouais. Moi, j'avais toujours une frustration chez moi. J'avais encore deux types de lampes qui n'étaient pas basse consommation, et notamment un qui sont, tu sais, ces petits spots qui font les rampes de spots qu'on a en général dans nos salles de bain et qui sont des LED et qui consomment. Ça y est, Monsieur X, toutes vos ampoules sont connectées à la maison. Hein. Alors, elles ne sont pas connectées parce que là, Philips n'a pas réussi à faire une ampoule connectée qui en même temps a le format d'un petit spot de salle de bain et ça qui viendra. en même temps ne consomme pas. Ils ont fait la première étape. On passe enfin de l'halogène pour ces spots de salle de bain ou ces spots qu'on a dans les plafonds à la LED. Alors, je vous ai mis un petit URL, vous allez trouver ça chez des revendeurs comme Castorama. C'est testé, ça marche très bien. Ça consomme juste 10 fois moins que les spots LED standards. Bon, des fois, il faut éventuellement changer l'alimentation de ces rampes de spots parce que les LED sont plus exigeantes en termes de qualité de l'alimentation. Mais moi, par exemple, j'ai changé, 8 LED dans mes plafonniers et mes salles de bain et je suis passé, grosso modo, de 900 watts consommés à 90. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de plus pour la consommation d'énergie. Il ne me reste plus qu'une seule ampoule qui n'est pas basse consommation chez moi, mais je la traque. Et puis, deuxième et dernier coup de cœur rapidement, un site qui s'appelle Trustpilot, alors que vous connaissez peut-être, mais moi j'ai un peu redécouvert. Trustpilot, c'est quoi? C'est un site, on va dire plutôt une entreprise ou un organisme qui vous aide en fait quand vous êtes un site marchand à certifier que les avis que vos clients viennent mettre sur vos sites pour recommander ou pas vos produits ne sont pas des avis bidons. Donc c'est un système, on va dire, de certification des avis clients sur les sites marchands. Et puis si vous allez directement sur le site Trustpilot... Pas mal, Monsieur X, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vous pouvez même aller voir, vous pouvez chercher par catégorie. Il recompile les avis de tous les sites marchands sur lesquels ils sont présents, et notamment par catégorie. Donc si vous cherchez un bon site pour acheter par exemple du vin bio, vous allez sur Trustpilot, vous prenez la catégorie vin et vous allez voir la critique compilée temps réel de tous les sites qui vendent du vin en ligne, qui utilisent la techno Trustpilot. Et donc, vous savez que vous pouvez avoir confiance, ce ne sont pas des agences de marketing qui ont rempli les avis pour se faire mousser. Et on sait que du côté de l'App Store notamment, il y a beaucoup à faire. Merci Monsieur X. De ton côté, Benjamin, quel est ton coup de cœur? Alors on a beaucoup parlé de smartphones ce soir, donc je vais contrebalancer en parlant d'appareils photo, c'est de rattraper le coup. Photo. Ouais. Je vais faire la part belle aux petits capteurs, sous-entendu les capteurs inférieurs au plein format. J'aurais volontiers mis en avant les Fuji X-T2 et Nikon D500 qui sont deux boîtiers APS-C qui pour moi sont les deux boîtiers de l'année de par leur polyvalence, leur performance, etc. Mais là j'ai envie de parler du Panasonic G80 qui est un boîtier qu'on vient de tester, dont le banc d'essai est publié dans le numéro que je vous montrais tout à l'heure, qui est actuellement en kiosque. Et pourquoi j'en parle? Parce que à l'heure où il y a beaucoup de produits qui sont sortis récemment, qui étaient brocardés pour des tarifs beaucoup trop élevés. On connaît ça dans le monde Apple, je te rassure. Ouais, je sais bien. Et je trouve que là, Panasonic propose le boîtier à 900 € nu, 1000 € avec une optique, et
réunit à l'intérieur tout un tas de fonctions qu'on peut trouver sur des boîtiers bien plus experts ou pas trouver sur des boîtiers bien plus experts et vendus bien plus cher. Donc je trouve que c'est un boîtier qui mérite vraiment qu'on se penche dessus. Et Voilà. je plus sois. Tu plus sois. J'ai testé aussi. Et avec une qualité vidéo 4K qui est vraiment assez incroyable pour le prix. Et la stab, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un formidable relais de croissance pendant ces dernières années pour les fabricants d'appareils photo et notamment de réflexes, c'est que c'était les DCLR. Hein. Ça a été cette formidable caméra aujourd'hui utilisée en télé qui a un coût et une qualité d'image qui était réservée à des caméras très très haut de gamme qui coûtaient une vraie fortune auparavant. Mais ce n'était pas forcément l'objet de l'émission. Puisque tu as pris la parole, quel est ton coup de cœur, Emmanuel? Je sais pas, peut-être que Benjamin, je t'ai coupé la. T'as peut-être un autre truc, non? Non, Non, pas du tout. Non, c'est J'avais tout. fini. Ah, ok. Non, il va remontrer ses magazines en fin Ouais. d'émission. Alors moi, parmi mes coups de cœur, j'ai ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc que ce truc-là? C'est un stabilisateur. On appelle ça un gimbal. Les Québécois ils disent que c'est une nacelle. C'est une nacelle. Une nacelle stabilisée. Stabilisé. Et c'est une société chinoise qui s'appelle Lanpart qui fait ça. C'est un nom très chinois, Lanpart, hein, ouais, c'est- pas très chinois comme nom. Et j'en ai testé pas mal. J'ai testé notamment les produits de chez DJI et l'Osmo Mobile qui est plutôt sympa aussi. J'aime bien celui-là parce qu'il est d'une part pas cher, il a une autonomie assez redoutable puisque en fait là il y a des batteries tout le long, c'est assez génial et on peut rajouter des extensions de tubes qui te permettent de rajouter des batteries. Donc Encore. là on a je sais plus 6 heures d'autonomie sur ce truc-là. Donc on peut tourner pendant Voilà. 6 heures. Ça marche super bien. C'est plus pour de la vidéo, bien sûr. C'est plus hein. pour la vidéo, bien entendu. Il y a un petit système qui permet de Vas-y, fixer filme, des filme, accessoires. comme ça on mettra au montage Comme ça, ce que filme. ça donne. D'accord, Voilà. ouais, ouais. Et, et voilà, et je trouve que ces gens-là font les choses très bien. C'est costaud, c'est Ça bouge. efficace. Là, on va faire, Ouais. on va faire un petit panoramique autour de ta tête comme ça. Ouais, Voilà. c'est pas forcément le Voilà. meilleur des modèles, mais ouais, Il faut pas faire de panoramique autour de ta tête. non, si, bon, si, mais d'accord. bon. En faire une vue plongeante non plus. Non. Voilà, fait ce qu'on donc peut, surtout. Lanpart, super bien. Toujours un petit coup de chapeau à DxO pour la DxO One qui est ici. Donc là, en greffant un iPhone avec ça, on arrive à avoir ce qui manque aujourd'hui au smartphone, c'est un gros capteur. Un grand en fait. capteur. C'est ce que disait Benjamin tout à l'heure. L'idée de ce produit, c'est d'avoir un boîtier de qualité toujours dans la poche avec un grand capteur. Je suis d'accord qu'il manque notamment la stabilisation pour la partie vidéo. Ouais, version 2. Mais moi, je suis vraiment amoureux de ce truc-là. Je l'ai tout le temps au fond de la poche. Je leur avais proposé une punchline, la taille d'un Zippo, la qualité d'un réflexe, mais Ouais. ils n'ont pas voulu. Peut-être que c'est Le trop Zippo n'est plus réclame. Non, mais le Zippo n'est plus tellement à la mode. Ah, tu sais. c'est ça, Voilà. on fume plus. Et donc sur le côté, Voilà. tu as le port Lightning. Hein, Donc sur le côté, tu as le port Lightning quand tu ici, fais- et voilà. contrairement donc à tous les systèmes d'optique qu'on greffe sur l'iPhone, là, en fait, ça désactive l'optique de l'iPhone et l'iPhone ne sert finalement qu'à viser et à stocker. En effet, on a uniquement la visée et l'interface On peut même- tactile Ouais. sur l'iPhone. Sachant qu'on peut même faire des photos sans l'iPhone, Sans l'iPhone. parce ouais. qu'il a ses propres lecteurs de cartes Exactement. intégrés, Et on enregistre le RAW sur la carte SD en interne et les JPEG sur l'iPhone sans encombrer donc la mémoire pour de l'iPhone. pouvoir les utiliser sur les réseaux sociaux. Et ça fonctionne depuis la dernière mise à jour aussi en Wi-Fi. Bien, et ça s'appelle le DxO One. Et c'est DxO One, fait, enfin, je ne sais pas si c'est Made in France, mais en c'est tout cas, pas Made in France. c'est français. en tout cas. Conçu et designé C'est- en ouais. France. Ouais, comme Ouais, beaucoup de ouais. produits. Un petit iPhone. cocorico quand même. Et Ouais. puis, Oui, faut Benjamin. juste rappeler qu'à l'époque, c'est Sony un petit peu qui avait initié ça avec les C'est vrai QX10, QX100, et qui depuis ont Des objectifs disparu Wi-Fi de en gros. hein. circulation. C'était ça. Hein. C'est des objectifs fait, qui se ouais. connectaient en Wi-Fi au téléphone. Hein. des compléments, Mm. optiques, on va dire, à l'iPhone. Et c'est vrai que depuis DxO a repris le segment et s'en sort pas trop mal. Mais je persiste. Pour moi, bon, l'absence de stab est un petit peu problématique, mais c'est vrai que ça reste un objet plutôt original et plutôt sympa. Benjamin est un esthète, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Mhm. De mon côté, on a beaucoup parlé de photos. On va continuer sur le sujet avec un livre pour une fois. Mais un livre publié par Apple s'appelle Design by Apple in California. Il y a 450 photos réalisées par Andrew Zuckerman, 20 ans de design chez Apple, de 1998, du premier iMac quasiment à nos jours. Un hommage à Steve Jobs, un hommage surtout au travail de Jonathan Ive. Un magnifique ouvrage qu'on arrête de feuilleter, 450 images, je l'ai dit. Le prix par contre, 199 €. C'est à l'image de la politique tarifaire d'Apple. C'est le petit format. Si vous prenez le grand format, c'est comme pour les capteurs,
c'est plus cher. 299 € pour le grand, s'appelle Design by Apple in California. Bien sûr, la célèbre maxime sur les Mac et sur les iPhones et autres iPods. Et c'est en vente sur le site d'Apple et dans les Apple Store. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 244e numéro d'On refait le Mac. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Monsieur X sur cette émission ou sur son Twitter @TroMesterX. C'est bien ça, Monsieur X? Oui, et puis je voulais vous faire réfléchir à quelque chose. Ulysse Gosset, qui a interviewé le candidat Trump un mois avant son élection, il lui a demandé quel est le secret de votre élection, Monsieur Trump, si vous passez. Et il a répondu, ça sera Twitter, Facebook et Instagram. Donc voilà ce que ça fait de prendre trop de photos sur smartphone. Oui, et apparemment, malheureusement, ça a marché. Merci, Monsieur X. Benjamin, vous le retrouvez tous les jours, ou presque, sur le site www.lemondedelaPhoto.com et dans le magazine Le Monde de la Photo, c'est bien ça? C'est bien ça, et pas tout seul, avec toute la rédaction. Et Oui. merci Olivier pour ton accueil, c'était un plaisir Tu reviens quand tu veux. On espère qu'on pourra revenir plus en détail sur les fonctionnalités de l'iPhone 7 Plus et de son effet bokeh dans quelques semaines lorsque ce sera un petit peu débugué. Il y a encore du travail. Et quant à toi, Emmanuel, on te retrouve toujours sur ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, mon blog pampuri.net, Ouais. sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, Il est partout. sur Facebook tout ça. Live aussi. Ouais, reçu, Facebook c'est Live. pas mal. Il en a fait un petit avant le début de l'émission. Je vous invite à le regarder. Vous verrez les coulisses dont on refait le Mac. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, si tout va bien, ça fait 2 semaines qu'on vous le promet. Apple devrait nous avoir livré le MacBook Pro version Touch Bar. On pourra vous donner vraiment un premier verdict de cette nouvelle interface tactile qui équipe. Et oui, c'est tactile. Enfin, qui équipe les Mac, mais pas forcément les écrans, à mon grand regret. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine donc pour le MacBook Pro 15 pouces Touch Bar. Est-ce que c'est vraiment une innovation ou un gadget? Réponse dans On refait le Mac. Au revoir.